Ce mois-ci, à Parlons Ancêtres, on parle de l'Assemblée des Six Comtés avec Réal Hood. Paul Lavigne nous parle d'équitation à Saint-Lazare et tout plein d'autres petits sujets dans le monde de la généalogie. Bonjour à toutes et à tous, Éric Béliveau, généalogiste amateur, passionné d'histoire et créateur de la chaîne Raconte-moi mes ancêtres. Je suis en compagnie de mon ami, collaborateur et co-animateur Yann Lauzon. Yann, ça va bien? Ça va bien, merci. J'espère que les auditeurs, ça va bien. Toi, Éric, comment ça va? Oui, ça va super bien. Avant d'entrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, si vous voulez participer à notre émission en tant que passionné, expert, vous êtes conférencier, auteur de livres, à saveur historique, bien sûr, et que vous voulez participer, n'hésitez pas à nous écrire à raconte-moi mes ancêtres à commercial gmail.com. Et comme à l'habitude, certaines de ces émissions, ces entrevues de Parlons Ancêtres sont disponibles en version audio sur vos plateformes favorites. Ouais, fait que s'il y a des gens qui veulent parler avec nous autres, vous nous contactez. En attendant, Éric, lui, a parlé avec des gens. Hein? Éric, tu as fait une conférence récemment. Comment ça s'est passé? Ça s'est super bien passé. Écoute, c'était de cela il y a un mois. C'était le 15 avril à Saint-Jovite. Salle presque pleine. C'était super intéressant. Public très chaleureux, très à l'écoute. En tout cas, puis belle organisation de la soupe à bic que je remercie encore une fois. Puis bon, si vous voulez entendre cette conférence-là, n'hésitez pas à communiquer avec vos sociétés d'histoire et de généalogie locales. On poursuit, hein, ce mois-ci, on va poursuivre l'histoire des patriotes et clans familiaux avec Réal Hood. On va parler de l'Assemblée des Six Comtés. Ça semblait importante. On va aussi parler de l'histoire du 150e de Saint-Lazare avec Paul Lavigne. On va parler de sport équestre, on va parler d'équitation. En effet, en effet. Sinon, avec Philippe Aubry, il va nous expliquer, hein, on va commencer à parler de train de banlieue, puis vous allez voir, ça a quand même une incidence très importante dans ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Mm-hmm. Puis on va continuer sur les dossiers militaires. On va un peu finir. On avait fini la dernière fois les dossiers militaires. On va finir l'ensemble des outils là, que je voulais présenter sur les dossiers qui sont utiles quand on a des gens qui sont décédés pendant la guerre. Mais pour commencer, on vous l'avait présenté le mois passé où il nous a présenté ses ancêtres François Martin et Algaë Pinette. Aujourd'hui, il nous parle de ses ancêtres Ludger Bourgoin et les Doggy qu'on vous présente à l'instant. On va passer au prochain couple d'ancêtres. Là, c'est Ludger Bourgoin et les Doggy. Oui. Il y a tantôt, Algaë est né dans la région est né à Saint-Alexandre de Kamouraska, tout comme nos ancêtres là, qu'on va parler. Ludger est né le 2 novembre dans la région de. On en parlait en pré-entrevue, là, à Notre-Dame du Portage. Oui. Qu'est-ce qui se passe à Notre-Dame? C'est où Notre-Dame du Portage? Puis qu'est-ce qui se passe là, au moment de sa naissance? Donc, Notre-Dame du Portage, c'est un petit peu plus au nord de Saint-Alexandre de Kamouraska. En fait, c'est un des premiers villages juste après, en fait. Et puis, c'est là où on bascule dans la région administrative aujourd'hui du Bas-Saint-Laurent. Juste avant, c'est la côte du Sud. Puis, c'est vraiment à la limite. Et donc, Ludger Bourgoin, son père à lui, Joseph Bourgoin, lui, il venait de Saint-André de Kamouraska. Donc, à mon avis, déjà, il y avait d'autres Bourgoin. Après, je ne suis pas sûr si c'était les liens directs ou pas. Avec tout ce que je sais sur la famille Martin, je connais un peu moins chez les autres parce qu'il faut faire des choix. Hein, on se consacre sur un ancêtre à la fois. Il faut s'en garder pour plus tard. Ouais, tout à fait. Et ça nous anime pour toute la vie. Hein. Donc, chez les Bourgoins, je ne suis pas tout à fait certain ce qui les avait attirés ici. Mais après, je sais que Ludger Bourgoin et ses sœurs et un de ses frères, oui, son frère aussi, et ses parents se sont établis à Lewiston.
Donc, ça veut dire que Luigi Bourgoin, c'est mon arrière-grand-père. Donc, même mon arrière-grand-père Bourgoin s'est établi ici avec sa femme Scolastique Marquis. Donc, ils avaient pour la plupart, ils avaient des filles puis 2 garçons. Et Luigi, ce que je sais chez lui, c'est que lui était devenu il était devenu policier ici à Lewiston. Puis j'ai vu trouver dans un des articles du journal anglophone que je me rappelle plus trop l'histoire. Je pense qu'il était sur une charrette, je sais pas quoi. Puis à un moment donné, il était tombé. Et puis dans l'histoire, on raconte que la roue était passée sur sa jambe aussi. Wow. Ouais, donc, et puis on raconte ça dans sa nécrologie, dans le journal. Mais c'est ça, il était policier ici. Et puis je pense qu'il était bien pistonné, je pense, parce que il y avait un autre monsieur qui s'appelait Arsène Caillé, qui était aussi un policier important, puis qui était même devenu, pas shérif, mais il avait un poste important comme député, je sais pas quoi exactement, député au sens anglophone, pas comme en français. Puis, mais après, ce qui les avait attirés ici, c'est sûr que c'était par rapport à l'accès au travail, des choses comme ça, des histoires, des anecdotes semblables comme celle de la famille Martin ou de la famille Pinette. Mais, et puis les Bourgoin, Luigi Bourgoin s'est marié avec Leda Guy, puis qui, elle, venait de Saint-Alexandre de Comoresca, qui est juste à côté. Donc, c'est sûr qu'ils devaient se connaître ou s'entreconnaître, ou qu'il y avait je sais pas, soit des liens de parenté ou des liens amicaux, des choses comme ça. Puis, quand ils sont arrivés ici, ils devaient se connaître par l'intermédiaire d'un tel ou un tel, et c'est comme ça ils ont dû se rencontrer, puis ils se sont mariés. Et puis, Leda, elle est décédée assez jeune, en fait. Elle est décédée, je pense, en 1917. Et Luigi Bourgoin s'est remarié. Et puis, il s'est marié avec Alma Saint-Pierre. Et elle est née ici aux États-Unis, mais les Saint-Pierre, ça vient du coin de Kamouraska. Puis, donc, c'est sûr que encore une fois, ils devaient se connaître par le biais de quelqu'un. Il allait à la même église. Tout à fait. C'est ça. Ouais. Ils ne se sont pas mariés là, au Québec, ils se sont mariés à Lewiston. À Lewiston. C'est quoi? Parle-nous un peu de l'histoire de Lewiston là, jusqu'à fin de 1880. Oui, donc au début du 19e siècle, Lewiston, c'est vraiment un petit village à vocation agricole. Pourquoi? La raison d'être de la ville, c'est parce que ça se trouve à proximité de la rivière Androscoggin. Donc là où on retrouve la ville de Lewiston puis d'Auburn, qui est juste la ville en face, il y a des chutes impressionnantes en fait sur la rivière Androscoggin. C'est vraiment d'une envergure assez importante. Et donc c'est vraiment la raison principale parce que au préalable, il y avait un village autochtone, les Abenaki qui venaient de ce coin-là, qui étaient des réfugiés qui sont partis à la mission d'Odonac, à côté de Saint-François-du-Lac, dans ce coin-là. Et donc, si on saute jusqu'au début du 19e siècle, on retrouve la ville de Lewiston comme surtout un village avec un peu d'industrie, l'agriculture, etc., etc. Puis dans les années 1840, des gens dans le Massachusetts, avec le modèle comme Lowell ou Cabot, des grands entrepreneurs bostonnais, ben, c'est des gens qui cherchaient d'autres villes qui avaient une certaine hydrographie qui allait permettre de pouvoir exploiter la puissance hydraulique, et faire actionner des moulins. Et donc, avec la taille et puis l'envergure des chutes qu'on avait ici à Lewiston, c'est l'entrepreneur de Boston qui s'appelait Bates. Ben, son nom de famille, c'est Bates. Puis, c'est lui qui a fondé... qui avait créé les usines Bates. Ici, c'est vraiment à partir des années 1840, 1850 que la ville de Lewiston allait devenir une ville industrielle. Et puis c'est ce monsieur-là qui a fait venir des immigrants irlandais pour faire creuser le système de canaux. Et puis eux, étant des Irlandais, c'était des catholiques aussi, donc c'est eux qui ont posé les premières bases du catholicisme dans le coin de Lewiston. Okay. Et puis,
après, dans les années 1860, c'était la guerre de sécession, donc on avait besoin de la main-d'œuvre. Donc c'est là où on commençait à recruter un peu partout. Au tout début, c'était surtout des femmes qui travaillaient dans les usines, comme on voit donc, avec l'histoire de Lowell. Mais c'était pareil ici à Lewiston, surtout de jeunes femmes qui arrivaient à un certain âge où c'était juste avant de se marier, mais qui n'étaient pas si jeunes que ça finalement. Donc surtout des adolescentes qui allaient travailler dans les usines. Et puis, donc là, on fait appel à ces femmes-là, puis après ça, on fait appel aux Canadiens pour la plupart. Et c'est vraiment comme ça, de fil en aiguille, il y a quelques familles qui s'y établissent, puis après ça, le message circule au Canada comme quoi on peut faire l'argent assez facilement. C'est un argent, on peut se fier sur cet argent-là. On peut dire qu'on pourrait peut-être gagner 3 $ par semaine, alors que sur les fermes au Canada, on ne On touchait ne sait même pas pas. ça. On ne sait pas combien. C'est quand on va bûcher dans le bois l'hiver qu'on ramène Tout de à fait. l'argent, Ouais. mais Et sur encore, la terre. Ou de la drave après ça au printemps. tout à fait. Donc, déjà dans les années 1870, les Canadiens ont réussi à fonder leur propre église, donc c'est l'église Saint-Pierre. Et puis, donc, le père fondateur, c'était le père, donc, Monseigneur Pierre-Évé, qui lui venait d'un village de Saint-Jude, Saint-Barnabé, donc au nord de Saint-Hyacinthe. Et donc, c'est vraiment lui qui a réussi, comme je dis, à fonder la paroisse. C'est lui qui a fait venir les sœurs grises de Saint-Hyacinthe pour prendre charge de l'hôpital, puis l'instruction dans un premier temps. Et puis, donc là, on a surtout la main-d'œuvre qui travaille dans les usines, mais à un certain moment donné, on a besoin des docteurs, des médecins, puis des journalistes, puis des avocats. Et puis, c'est ça, vraiment, dans les années 1880, 90, on parle de plusieurs centaines, voire des milliers de Canadiens qui viennent s'établir juste à Lewiston. Donc, vraiment, vers 1900, ça devient une ville foncièrement francophone, là, avec toutes des institutions qu'on pourrait retrouver au Canada à l'époque. Donc, des sociétés mutuelles, un journal francophone, une église, une deuxième église, une troisième, quatrième, cinquième église canadienne-française où les messes se font en français, puis des écoles bilingues, des écoles paroissiennes bilingues. Donc, et puis, dans les années 1910 et après, c'est là où on commence à avoir notre propre maire canadien. Donc, le premier, c'est Robert Wiseman, qui était d'origine irlandaise, mais que sa mère était... même les Wiseman, c'était des Wiseman qui venaient de la Beauce, puis des Séquoias qui étaient déjà francisés depuis les années 1840. Et puis après lui, c'était Charles Lemaire, qui était devenu le maire de Lewiston. Et puis ainsi de suite. Oui, tout à fait. Donc, c'est ça. Lewiston, c'est une vraiment des villes les plus francophones de la Nouvelle-Angleterre avec Manchester, Woonsocket, Lowell, Fall River, New Bedford. C'était une des villes de ce que j'appelle le panthéon des villes canadiennes françaises de la Nouvelle-Angleterre. Puis la proportion de population, disons, à la fin du 19e siècle. Je dirais que dans les 1900, c'était à peu près 12 000 Canadiens français ou franco-américains sur une population de 30 000 à peu près. Presque la moitié quand même. Presque la moitié. Puis c'est devenu la majorité, je dirais, à partir des années 30, 40. Puis même en 1970, c'était largement la majorité. Ouais, à 3/4 peut-être. Ouais. Puis là, quand ils arrivaient, la plupart travaillaient dans les usines, comme tu disais. Là. Mm-hmm. Quand ils travaillaient, ils se parlaient dans quelle langue? Donc, au travail, donc la langue, c'était surtout le français entre ouvriers canadiens, mais après, si on voulait parler au contremaître, ça se faisait en anglais ou on baragouinait l'anglais comme on pouvait à l'époque. Ouais. C'est ça que le foreman, lui, parlait anglais. Tout à fait. C'est surtout à cette époque-là, dans les années 1880-90, les contremaîtres étaient irlandais. Parce que ça veut dire que eux, ça faisait déjà presque un demi-siècle qu'eux, ils étaient là, donc ils avaient atteint un certain niveau d'ascension sociale. Donc, ça veut dire que ça se manifeste par l'occupation des postes comme contremaître, policier, aide-chevin, des choses comme ça. Et ça a pris, disons, à peu près 20 ans avant que les Canadiens puissent occuper ces postes-là, et puis ainsi de suite, et puis devenir maire, Et puis, ce qui est intéressant, c'est que les Canadiens, je dis Canadiens parce qu'à l'époque, c'est ce qu'on disait. Hein. Aujourd'hui, on dirait québécois, mais... Le nom et les symboles du pays qu'on appelle Canada, c'était juste l'appropriation culturelle.
Ouais, voilà, tout à fait. Donc, ce qui est intéressant de savoir, c'est que c'est les Canadiens qui ont réussi à fonder le premier hôpital des deux villes de Lewis et Auburn qui, malgré tout, avait une population assez importante de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Et donc, ils commençaient à avoir des pourparlers, etc., pour dire que les Canadiens, ils allaient fonder l'hôpital Sainte-Marie. Et puis, quand les Anglo-protestants, ils ont entendu parler que les Canadiens, ils allaient nous battre à en avoir le premier, ben, ils ont tout fait pour essayer d'instaurer un hôpital le plus rapidement possible, pour pas que Faut pas que ce soit les catholiques qui aient c'est ça, l'hôpital. exactement, c'est ça, qui se fasse doubler par les Canadiens. Mais ça, c'est des anecdotes qu'on apprend en faisant de la recherche sur l'histoire franco-américaine ici. Mais c'est pas quelque chose, je dirais qu'aujourd'hui, qui est très répandu. Je dirais qu'aujourd'hui, les jeunes, puis même les personnes qui ont même 60, 70, 80 et plus, les gens, soit ils ne se rappellent plus trop de cette histoire-là ou ils ne connaissent pas. Donc, on n'entend pas vraiment parler de cette histoire. Alors que c'était une histoire qui a duré au moins 100 ans ici. Je parle d'une vie foncièrement francophone. Parce que, par exemple, il y avait des quartiers comme le Petit Canada qui se trouvaient à côté de l'église Sainte-Marie où on pouvait vraiment passer toute notre vie à parler juste en français. Je vais vous donner un exemple. On va parler tantôt d'elle, mais donc du couple Marois-Bazinet, mais mon arrière-grand-mère, Blanche Garand, qui est née ici à Lewiston, qui est décédée ici à Lewiston, elle a vraiment pas appris à parler anglais. Alors que, donc, ouais. Donc, c'est quelqu'un qui est né au début du 20e siècle, qui est décédé dans les années 60, qui a vraiment pas appris à parler anglais, alors qu'elle a toujours passé sa vie ici. Quand même. Ouais. On va se garder un petit peu d'histoire de Lewiston parce que c'est pas les seuls de tes ancêtres qui se sont mariés à Lewiston. Mais bon, si on revient à Leda Guy et à Ludger Bourgoin, combien ils ont d'enfants? En fait, ça c'est drôle parce qu'ils ont eu juste une seule fille, Reine Bourgoin, mon arrière-grand-mère. Et puis, ce qui est assez bizarre aussi, un peu pour l'époque, et elle, en fait, elle n'est pas née ici à Lewiston, elle est née à Lynn, Massachusetts, à côté de Boston. C'est parce que la famille, sûrement, de la famille Bourgoin-Guy, à mon avis, ils sont partis chercher encore l'ouvrage. Parce que c'est ça que, aux alentours de Boston, parce que c'est ça qu'on oublie, c'est que ces gens-là étaient aucunement sédentaires. Là. Ils ont quitté le Québec, ils sont arrivés ici, là, il y avait la job à Lewiston, il y avait du travail à Manchester, à Berlin, New Hampshire, puis les gens partaient, ils revenaient, tout ça. C'était vraiment beaucoup de va-et-vient, puis même séparé avec la frontière, c'était très perméable. Donc, mais c'est ça, donc en fait... ils sont arrivés à Lewiston, ils se sont mariés ici à Lewiston, ils sont partis à Lynn, Salem, au Massachusetts, ils sont revenus ici. Leda Guy est décédé en 1917, et puis Bourgoin, lui, il s'est remarié, puis lui, il est décédé des années 30. Ouais. Puis mon grand-père, lui, il s'en est rappelé de lui. Ouais. Tu sais des circonstances de leur décès ou... Je sais que avec Leda, elle était malade parce qu'on retrouve dans le messager, parce qu'à cette époque-là, il y avait des petites nouvelles locales. Là, oui. Les journaux dans le temps, ils disaient tout ce qui se passait dans la ville. Tout à fait, ce qui est vraiment une mine d'or, par contre, pour la généalogie, c'est d'une richesse, là. Donc, on voit que donc déjà, ça faisait plusieurs mois qu'elle faisait des va-et-vient à l'hôpital. Et puis, à un moment donné, c'est ça, elle est décédée. Puis, c'était marqué suite à une maladie languissante de plusieurs mois. Après, c'était quoi exactement la maladie? Je ne suis pas sûr, mais c'est ça. Puis, Bourgoin, je ne me rappelle plus exactement ce qui était la cause exacte, mais c'est sûr que vieillesse, pas nécessairement cancer, mais maladie, rhumatisme, quelque chose comme ça. Ouais. OK. Est-ce que tu sais à peu près quel âge ils sont décédés? Attends, donc Guy, des 60, 17, donc elle était dans la cinquantaine, et puis Bourgoin, lui, il est décédé, il était plus dans la 70, entre 70 et 80. OK, quand même. Ah, c'est respectable pour l'époque. Tout à fait. De Montréal, on se rassemble. Sous les étoiles des histoires, on tremble. On chante nos aïeux et nos...
Ouais, ben quand même intéressante, hein, cette histoire-là de nos cousins franco-américains. Il y a de quoi, hein, parlant de nos cousins franco-américains, il y a de quoi qui marque l'actualité là, dernièrement, que tu voulais nous parler, Yann, si tu veux nous montrer ça. Oui, donc là, on ne parle pas de Lewiston, on est à Lowell. C'est la même chose. Les endroits, les petits Canada se développent. Il y a des églises catholiques, on a de plus en plus de gens. On vit en français, on travaille en français. La même chose à Lowell. Puis là, ici, on voit l'église Saint-Jean-Baptiste, qui est une très vieille église. Puis c'est tout récent, là, c'est génial pour la conservation du patrimoine. Là, on parle du patrimoine franco-américain. On a le centre Jack Kerouac à Lowell qui vient de former là, une fondation puis qui a pris possession de l'ancienne église Saint-Jean de Lowell pour en faire le centre Jack Kerouac. Jack Kerouac, qui est un franco-américain vraiment, vraiment connu. Fait que c'est génial. On devrait faire plus de ça. Tu sais, les vieux buildings, là, on devrait les utiliser. Ils ont une valeur historique. On devrait s'en servir pour leur valeur historique, puis faire un centre comme ça pour les Franco-Américains avec une ancienne église catholique franco-américaine. C'est vraiment génial. Ouais, intéressant. Sinon, eh bien, avec Réal Hood, et Patriote et Clan familiaux, partie 4, eh bien, aujourd'hui, on parle d'un des événements déclencheurs, si ce n'est pas l'événement déclencheur, soit l'Assemblée des six comtés. À 1833, on va faire les 92 résolutions qu'on va 34, faire. 34, on va faire les 92 résolutions qu'on va faire approuver par la population un peu partout. On va envoyer ça en Angleterre. Ça prend 3 ans avant qu'on ait la réponse. Bon, les 92 résolutions, ce sont nos demandes pour être un peu plus autonomistes, etc. Ouais, pour avoir plus La de réponse. pouvoir puis être moins dépendant du pouvoir. C'est ça, c'est C'est ça. ça, exactement. La réponse va venir 3 ans plus tard environ avec les 10 recommandations Russell qui non seulement rejettent de côté les 92 résolutions, mais aussi nous explique que ne nous sommes pas un peuple assez responsable pour se gouverner nous autres mêmes. Ça va amener à l'Assemblée des six comtés, là, on parle d'environ 6000 personnes là, qui vont se rassembler à Saint-Charles, ça arrive sud. Si tu peux nous Sans avoir expliquer. rien publié nulle part sur Internet, là, les gens Ça, y vont c'est par Ouais. bouche à oreille. ça, Ouais. c'est fascinant. Moi, c'est pour ça que je me suis intéressé à cette assemblée-là, parce que mon ancêtre était présent. Une des résolutions, la 10e, c'est lui qui va la dire. Fait que j'ai Quand voulu même. comprendre c'était qui Et quand on voit que Joseph Toussaint Drolet est le vice-président, donc lui, c'est un cousin par alliance de Renaud Blanchard, puis on voit que le président, c'est Wilfred Nelson, un anglophone. Et on voit ces gens-là, Papineau est là. Et imaginez, là, on est à Saint-Charles-sur-Richelieu, sur le bord du Richelieu, sur le terrain de Chicouduère, une famille En plein milieu de nulle part, là. en plein milieu de nulle part. Mais quand on voit Saint-Charles-sur-Richelieu, moi, mon grand-père avait une terre là, j'allais souvent dans ce coin-là. Le bord du Richelieu est très accessible vis-à-vis cette résidence-là. Et là, ça vient de tous les comtés de long du Richelieu, là, hein, et ça part et les gens, imaginez, là, la rivière l'Acadie qui part presque des Adirondacks, là, qui arrive à Chambly. Il y a des gens qui prennent le canot pour aller là, des gens qui partent de Saint-Jean, de Richelieu, qui longent Richelieu, les rapides, etc. Et là, il y en a qui arrivent de Soriano, ça arrive de partout. Il doit y Et avoir un peu de bateau là-dedans. c'est des bateaux, on marche à travers les champs, on se promène, on arrive à cheval, on arrive de partout. Il y a quelques routes, là. Il n'y en a pas tant que ça, des routes, là. Faut que tu sois convaincu, là. Puis là, tu s'en vas là-bas, Faut que ça te tente d'être là. c'est ça, il n'y a pas de toilette bleue, là, ici. Non, Puis, pas de toilette puis t'as pas pantoute. de restaurant partout, là. Faut que tu amènes ton lunch. Faut que, écoute, c'est quelque chose, là. Ouais, parce que tu vas pas au McDonald's pour ramasser un Big Mac en Non, sens non, du non, il n'y a chemin, pas là. de Tim Hortons en route non Non. plus. Ah, Et puis là, 6000 personnes, c'est un bon c'est Ouais, pourcentage de la ça fait de la bouffe population. en c'est temps, là. impressionnant. Puis là, ils vont Ça, faire c'est une c'est une estrade. ville à ce moment-là, 6000. Exactement. Puis je sais pas si vous avez vu, Grosse ville. il y a plein d'images d'estrades qu'ils vont faire, Ah plein ouais, de c'est costumes. Ça, il y a plein de grandiose. peintres. Ah oui, ça, c'est une affaire intéressante. Il ne faut jamais oublier que
à l'époque, quand il y a des événements comme ça, on engage des peintres. Il n'y a pas d'appareil Oui, photo encore. C'est comme la il n'engageait pas de rébellion, photographe. la bataille de Saint-Charles. Je donne juste un exemple. Mon livre, L'improbable victoire des Patriotes, 1837. Je cherchais ma page couverture. J'ai demandé aux Archives nationales du Québec, y a-t-il une peinture qui n'a pas été publiée encore? C'est un peintre il a, il a fait un croquis parce qu'il était engagé par l'armée Ah, anglaise. Puis il était à l'autre bord de la rivière, puis il fait un croquis de ça. Puis après ça, il va venir, puis ça va être publié en 1840. Donc, on engageait des gens, comme l'Assemblée des six comtés, on a engagé il y a des gens après ça qui ont fait des peintures ah, en ils les ont imaginant ce qui était embellis. raconté, ils ont pris ce Ouais, qui était. Mais c'est intéressant de voir comment ces gens-là se rassemblent là. Puis c'est là que là, on chauffe l'Assemblée, là. C'est sûr que ouais, là, c'est là que ça s'est un peu décidé que, OK, là, on a notre voyage, il est temps de faire. Mais il y en a des modérés qui étaient là aussi, hein. Il y en a qui ne voulaient pas nécessairement aller trop loin. Même Papineau, il n'était pas si chaud que ça au début, hein. Wilfred Lanson, lui, était à Saint-Denis sur Richelieu, hein. C'est lui qui va être le leader de la gang à Saint-Denis. Moi, je sais que mon ancêtre, Renaud Blanchard, son fils, Louis-Patrice, qui va devenir un arpenteur important de Saint-Hyacinthe, va être à la bataille de Saint-Charles. Hein, t'as un monsieur Brown, qui est un des leaders, un anglophone aussi, à Saint-Charles. Mais le problème, c'est que quand on va décider de faire la rébellion, bon, c'est sûr que l'armée anglaise, c'est la plus puissante au monde à cette époque-là. Il ne faut jamais oublier ça. Et une nouvelle reine qui vient d'être nommée, qui s'appelle la reine Victoria, qui a été elle nommée. avait avoir l'air solide, là, parce qu'elle commence à Ben, faire là, ses elle est preuves. jeune, elle est jeune. Sauf Ouais, qu'elle est entourée de gens qui ont. Tant qu'avoir une nouvelle reine, ben, on va faire ouais, il tire un peu changer ses les choses. Célomites. OK? Il ne faut jamais oublier que c'est la reine qui a été, avant Elisabeth II, la plus. était là jusqu'en 1901. Ouais, C'est très elle, longtemps. c'est elle qui a signé la loi sur les Indiens. Il ne faut jamais oublier ça, là. Oui, Ben, ça, c'est une belle loi 1862. qui est encore en vigueur. Oui. Donc, mais là, on arrive. Qu'est-ce qu'on fait? Fait que là, puis en passant, les seigneurs, il y en a qui étaient plus du côté du gouvernement britannique. Par exemple, le seigneur Hertel de Rouville, c'est lui qui va héberger l'armée de Weatherall sur son terrain. Donc, et de l'autre bord de Saint-Charles, de Saint-Ours, le seigneur de Saint-Ours, c'est lui qui vient d'être nommé shérif de Montréal, qui a comme mission d'arrêter les patriotes. Donc, les patriotes sont pris en souris en souricière entre les deux grains. C'est sûr que quand on va à Saint-Denis-sur-Richelieu, le village de Saint-Denis-sur-Richelieu, c'est des petites maisons collées, hein. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans ce coin-là. Et c'est des maisons collées. C'est sûr que l'armée rentre, t'ouvres ta Ouais, fenêtre, tu tires dans le tas. C'est ouais, facile. Et là, les Anglais sont comme déroutés. Là. Wow, attends une minute. qu'est-ce qui se passe? Ils retournent à Sorel. OK? Sauf que Saint-Charles-sur-Richelieu, il n'y a pas de village comme tel. Tu as quelques petites maisons sur le bord du Richelieu. C'est évasé. La maison du Seigneur est dans le champ. Tu sais. Il y a pas, c'est pas. Et là, tu as les patriotes qui ont à peu près pas d'armes. C'est pour ça que moi, j'ai écrit l'improbable victoire des patriotes. Pas parce que ça me tentait. J'aurais aimé ça qu'il y ait une chance de gagner. Mais quand tu fais fondre des cuillères, faire des balles, c'est que tu n'as pas de munitions. Puis d'un Ouais, bord, tu as le seigneur Hertel de Rouville qui héberge les militaires qui vont aller te massacrer. Puis l'autre bord, tu as le seigneur de Saint-Ours qui est, sa job, c'est de vouloir t'arrêter. Je ne sais pas si vous ouais, comprenez le c'est clair problème. que de prendre une fourche puis aller se battre contre l'armée la plus puissante au Ça monde, va mal. Ton fusil de chasse à c'est un coup, là, c'est bien beau. c'est ça. Ta fourche, ta faucille, ton couteau, ta hache, t'es dans le champ, t'es à peu près habillé que, tu sais, c'est quand même rendu au mois de novembre. Hein, ça s'est pas fait au mois de juillet, là. 23 et 25 novembre, là, vous savez, c'est Ah, quoi il la fait frais. température? Il fait C'est pas frais. chaud. Et là, Des fois, il y a de la neige. Il y en a peut-être pas, mais des fois, il y en a. c'est ça. Puis les militaires qu'on fait venir, c'est des militaires qui ont de l'expérience, là. Ouais, de L'armée carrière. britannique, c'est une vraie armée, là. Alors que les Mhm, patriotes, c'est mhm. une armée de volontaires, là. Tu sais, Fait que c'est pour ça que moi, c'est une époque qui me fascine. Et c'est sûr il y en a qui vont fuir, comme Papineau va fuir. Oui. Mais ceux Euh, qui restent, là, tu sais, comme on dit, tu t'en vas avec des fois même pas de balles, une, deux balles, un gun qui marche à peu près oh, pas. Tu sais, tu le tires des roches quasiment, là. ben, c'est à peu Ceux près qui ça. restent, c'est parce que, tu sais, Il y en- en quelque part, tu es décidé.
T'es décidé, puis il y en a beaucoup qui vont mourir sur le champ de bataille, bien entendu. C'est important, tu sais, et Pierre Lambert, qui est un patriote de Belleuil, qui est associé au clan Reynaud-Blanchard, va mourir sur le champ de bataille là-bas avec d'autres aussi. Oui, Mais, puis il y en a plusieurs qui vont mourir, oh oui. puis tu sais, sont sur un ordre d'excommunication, là. Si tu es un Oui, patriote, exactement, il y en a parce que plein qui ne oui, puis seront même pas dans les registres. ça vient de Monseigneur Lartigue, le cousin Oui, de tout à Claude. fait. Faut jamais oublier ça. Et ça, c'est important de le dire. L'Église, n'est pas autrement faite que par des gens du pays. Hein? C'est pas des Anglais, l'Église. C'est Non, des c'est des Canadiens Canadiens. français. C'est pas des gens qui arrivaient de l'Italie non plus. OK? Plus, mais au début de la Ouais, il y en colonie, a eu quelques-uns que t'avais, c'était mais t'avais de temps en temps, c'est sûr, des ouais, prêtres qui arrivaient de la France, puis ça. de la Mais France. les gens qui ont pris le pouvoir chez les seigneurs, les seigneurs qui ont détourné le regard, hein, qui étaient patriotes un peu, puis qu'après ça, ils ont détourné le regard, comme Pierre Amable Boucher de Boucherville et d'autres personnages comme ça, ben, c'est triste. Un des seigneurs, c'est Joseph Toussaint Drolet, vice-président de l'Assemblée de Sisconté. Lui va être arrêté. Puis il va être emprisonné, puis il va être libéré, puis il va mourir quelques semaines, quelques temps après sa libération des suites de maltraitance en prison. Hein, Ça devait être joyeux, disons. fait que, on a quand on voit puis lui, il perd, sa famille perd la seigneurie, puis ça devient de Barche, qui est un cousin de Jean de Saulles qui va récupérer la seigneurie. Hertel de Rouville va être un peu désavoué à la fois par les Anglais, mais c'est sûr que les francophones, Canadiens français, le trouvent que c'est un traître. Oui, Il y a il était hébergé pas sur le bon Rouen. bord. Mais les Anglais vont le lâcher aussi. Fait qu'il va vendre sa seigneurie. Puis, c'est le major Campbell, pas un patriote, Euh, soldat, un haut gradé anglais de la bataille de Châteauguay qui va racheter le manoir Rouville, la seigneurie Rouville. Donc, c'est un anti-patriote qui va ouais. acheter ça. Par contre, par la suite, il va être beaucoup plus respectueux des gens de sa seigneurie, là, bien entendu. Mais c'est intéressant de voir comment les plaques tectoniques vont bouger à ce Ouais. moment-là. Et donc, c'est sûr que les seigneurs, ils ont dû se faire dire, ça c'est l'hypothèse, parce qu'on n'a pas tous les documents, de dire, ben, si tu veux pas perdre ta seigneurie, t'es mieux de porter allégeance. Hein, c'est Ouais, fait qu'il y en sûr. a plusieurs que c'était comme, ben, tu sais, en même temps, tu sais, je fais l'avocat du diable, là, mais Ah, absolument. si on dit, regarde, là, ils sont en train de perdre, là, puis Oui. si tu veux qu'il y ait encore quelqu'un au pouvoir, sinon on va te remplacer par un Anglais, tu sais, c'est-tu Ah mieux? oui, oui, c'est Tu sûr. sais, à un moment Je donné, c'est comme, on peut les comprendre parce que ça tu sais, c'est existe à ça. l'époque. Puis surtout qu'on Tu sais, n'était pas ceux qui sont préoccupés. restés plutôt neutres, là, c'est pas nécessairement par traîtrise, des fois c'est plus C'est parce ça, qu'on va sauver les meubles, là. c'est ça. Parce que Ouais. oubliez pas qu'après l'Assemblée de Susconté qui est en octobre, ça laisse à peu près un mois de préparation. Un mois de préparation pour se créer, faire une bataille ou des batailles, c'est pas nécessairement beaucoup, alors que l'armée, eux autres, ils arrivent déjà équipés. Hein, Ouais, ils déjà arrivent équipés. équipés, entraînés, nourris. Entraînés. Ils savent exactement quoi faire, puis ils savent comment aller se promener dans un champ. Fait que c'est pour ça que c'est une époque qui est trop, mais c'est une époque qui est pour moi fondamentale. Parce que on va mettre, la Constitution va être suspendue en 1838, puis il va y avoir la suite des rébellions. Bon, c'est sûr qu'il y en a qui s'entêtent, là, euh, Ouais. par la suite, puis ça va mal finir avec les pendaisons de Ouais. 1839. Mais, Mais après ça, oui, allez-y. ouais, mais avant de parler de pendaison, peut-être juste revenir en arrière parce que on parlait là, de l'Assemblée des six comtés. On peut peut-être dire que c'est un peu là qu'on va parler de rébellion en tant que telle, là, parce que jusque-là, on ne parlait pas de Ben, Ouais, c'est c'est un conflit sûr mouvement que armé. politique. c'est sûr que les esprits ils ont été chauffés. S'il y a des milliers de personnes qui ont décidé de se déplacer dans les conditions de l'époque, il Ouais. fallait que tu sois convaincu un peu. Il fallait que ça te C'est tente. sûr qu'il y avait des curieux, là. Il y avait des curieux de qu'est-ce qu'il va nous raconter, là. Tu sais, c'est comme dans toutes les époques, là, des curieux tout le temps. Mais tu Puis avais un certain il devait nombre de pas nécessairement convaincus. penser aussi à prenons les armes, là. Il devait aller comme c'est quoi qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Là, on Ben, était c'est une gang, ça. qu'est-ce qui arrive? C'est sûr qu'il y a une concentration dans la vallée du Richelieu. Est-ce que dans toutes les régions, tout le monde voulait prendre des armes? Je suis pas certain de ça. Je pense pas non plus. Mais c'est sûr que l'action se passait beaucoup là. Les personnages principaux
viennent de la grande région de Montréal, la Montérégie, puis un peu Ben, là. c'était là, encore comme maintenant, la concentration de population là, aussi. C'est un peu ça, parce qu'il faut pas oublier que la communication, c'était le fleuve Saint-Laurent, Ouais. la rivière Richelieu, la rivière Yamaska. Les seigneuries, quand on voit comment, où se trouvaient les seigneuries, on voit vraiment les liens, hein. Il y Ben, avait c'est une les Oui, plus vieilles branche. seigneuries aussi, là. Oui, oui, il y avait une ouais, branche, c'est avec sûr, plus dans de le monde. coin de Nicolette, Trois-Rivières, tu as eu une grosse branche d'actifs aussi, là. Des gens qui ont, je pense au député acadien, d'origine acadienne, Jean-Baptiste Hébert, dans le coin de Nicolette, c'était un personnage qui était très engagé. Je suis patriote. Il y en a d'autres un peu partout, des personnages comme ça. Qui était marié Mais avec une Béliveau, oui, Jean-Baptiste oui, Hébert. Ouais, un cousin. première épouse. Sa première épouse. Ouais, mais c'est ça, mais pour revenir, il y a Wilfred Nelson là, qui attise un peu là, les tensions lors de l'Assemblée des 6 comtés, où est-ce qu'il va dire, bon, moi, je pense que c'est le temps là, de faire fondre les cuillères et faire des balles avec ça, bon. Puis là, ça attise un peu. Puis là, on parlait des événements de Saint-Denis qui va avoir lieu en 1837, Oui, le lors 23 de la novembre. première rébellion. Les tensions vont se calmer un peu là, durant l'été, mais la plupart des chefs patriotes sont en exil aux États-Unis parce qu'ils ont été Ben, mis ça, c'est sous intéressant. arrestation. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce qui se passe avec eux autres aux États-Unis pendant Bon, ce temps-là? c'est sûr que Papineau va s'enfuir aux États-Unis. Mon ancêtre Louis-Renaud Blanchard s'en va aux États-Unis aussi, avec d'autres également. Wilfred L'objectif à ce Nelson, moment-là, c'est de revenir plus fort ou c'est juste pas d'éviter de se faire nécessairement, pendre? sont en fuite, parce que n'oublions pas que les États-Unis ont refusé d'embarquer là-dedans. Ouais. Ça, c'est un Hmm. fait. Wilfred Nelson va être arrêté. Il va être... Venez écouter, mes chers copains, des légendes et des contes s'enivrent, trésors cachés dans les cœurs ils vivent. À chaque épisode, une nouvelle page découvre. Ben, moi, ce que je trouverais intéressant, puis si j'étais quelqu'un de la rive sud, que ses ancêtres viennent de la rive sud là, de Montréal, je serais très curieux de voir, hein, parce qu'on parle de 6000 personnes. Il faudrait voir la proportion là, de gens de ces 6 comtés-là, mais Il y a une bonne partie de la population de la Montérégie, là, de la vallée du Richelieu, qui s'était déplacée pour assister. Il y en avait qui venaient de plus loin, mais il y avait une grosse partie de la population qui était là. Puis, tu sais, c'est un événement marquant de notre histoire à nous autres. Euh, je suis sûr que ceux qui habitent, puis ceux qui viennent, ceux qui sont des descendants de gens qui étaient là à cette époque-là, ceux qui étaient présents d'une quelconque façon, là, ouais. ça va de soi. Oui, il y a des chances. Puis ça aussi, hein, dans les journaux, bon, là, on a parlé de l'Assemblée des 6 comtés, mais auparavant, on en a discuté dans d'autres entrevues là, avec Réal, dans d'autres segments avec Réal, mais en 1833, on fait approuver les 92 résolutions et là, ça se fait devant les églises, dans chacune des paroisses ou Oui, à peu près. Puis ils on font, peut ils font venir tout le voir. monde, là, puis tout le monde dit OK, oui, puis on vote. Puis, tu sais, les résolutions ils ont été adoptées par une grande majorité de la population là, dans chacune des communautés. Oui, oui. Puis, on forme aussi des comités patriotes lors de ces assemblées-là. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir le nom de nos ancêtres, là. Il y en a Oui, qui ont été dans les comités patriotes locales et ça se trouve dans les journaux là, d'époque. J'en ai trouvé plusieurs. oui. Puis ensuite, tu sais, souvent, après les rébellions, c'est un peu étant que tu sais, quand tu perds un conflit, généralement, tu t'en vantes un peu moins que quand tu le gagnes. Fait que les gens souvent, ils en ont, ça c'est moins parlé, ça c'est. Puis tu sais, on l'avait dit, le cardinal, il interdisait aux gens de sympathiser avec les patriotes. Il faut se faire excommunier. Fait que donc, c'était pas génial. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui, tu sais, des fois on le sait, là, mais souvent il faut faire des recherches pour le trouver. Mais il y a moyen de trouver ça, là, c'est pas perdu. Hum, Puis hum. sûrement que la plupart des gens qui ont des ancêtres qui étaient ici au Québec à ce moment-là ont des ancêtres patriotes.
Passons maintenant à notre prochain sujet. Le mois passé, on avait parlé de Saint-Lazare qui est à son 150e anniversaire. Le mois passé, on a parlé des foires agricoles, qui est un aspect très important là, du développement de la ville de Saint-Lazare. Aujourd'hui, on parle d'un autre aspect qui est, je veux dire, moi, quand je pense à Saint-Lazare, je pense à équitation. Je Aller pense que c'est faire la du même chose cheval. pour Les aujourd'hui avec traverses de Paul cheval Laville. aussi, sérieux, quand tu te promènes, là, tu en as partout, tu sais. Quand tu t'en vas à Montréal, tu vois tu vois pas ben de traverses, mais quand Non. tu es en banlieue, tu as des traverses de Rio, des traverses d'écureuils, des traverses de skidoo. Mais à Saint-Lazare, des traverses de chevaux. Justement, parlant d'augmentation de la population, la banlieusardisation de Montréal va se faire là, dans les années 60, 70, 80. Ça prend un petit peu plus de temps là, à Saint-Lazare là, pour, encore une fois, les mêmes raisons qu'on énonçait un petit peu toujours. Moi, je me souviens qu'en 94, j'étais en secondaire 5 à ce moment-là, puis Saint-Lazare viennent d'avoir leur corps municipal, leur corps policier Ouais. qui, à cette époque-là, parce qu'il y avait une obligation quand une ville avait au-dessus de 5000 habitants, ils devaient avoir leur corps policier. Bon, ça, c'est avant que la SQ ramasse tout par la suite. On change ça à 50 000. Mais là, ouais, c'est ça. Mais là, en 94, on est 5000 à Saint-Lazare environ. On est rendu combien aujourd'hui? 24 000. Qu'est-ce qui explique 5 fois plus. entre 1875 puis 1995, on a à peu près une augmentation de 3 500 habitants. Puis là, ben, boum, on vient de faire 4 fois en l'espace de quelques décennies. Qu'est-ce qui amène ce boom-là? Principalement deux choses qui se sont produites dans le milieu des années 60, soit la création ou qu'on a bâti le pont de l'île aux Tourtes et l'autoroute 40 qui reliait la province de l'Ontario côté ouest au travers de Montréal. Alors, on venait de désenclaver Saint-Lazare au côté ouest avec deux sorties d'autoroute, si on veut, possible de ce côté-là. Et la même chose avec la refonte du pont Galipo, le pont qui mène à Pincourt de l'autre côté, et l'autoroute 20, qui n'a jamais été finie, mais qui est quand même une autoroute avec des lumières, puis on roule 50. Ben, c'est ça. Alors, on a désenclavé le côté est. Alors, tout d'un coup, on ouvrait l'accès à Montréal des deux côtés avec 2 ponts à 4 voies qui nous permettaient là, d'un accès incroyable. Et il y a un certain monsieur, Ivor McLeod, qui, lui, était visionnaire et que dans l'ouest de Montréal, il a acheté une série de terrains qui aujourd'hui s'appelle Saddlebrook. Alors, lui, son objectif était de peupler l'ouest de Saint-Lazare, autre que la côte Saint-Louis. Et Saddlebrook est devenu un des premiers grands chantiers, si on veut, de maisons à ce moment-là. Et on a vu apparaître à Saint-Lazare 6-7 quartiers de maisons partout, à différents endroits, qui venaient du milieu de villageois, autant sur Saint-Angélique que sur la côte Saint-Charles, que sur Lotbinière, etc. Alors là, on a vu l'accès aux terrains qui étaient disponibles, des grands terrains qu'on ne voyait pas normalement. On parlait de 25, 30, 40, 50 000 pieds carrés. Et si on voulait une terre à chevaux, que Saint-Lazare a toujours reconnu pour son côté équestre, mais là, on regardait à 100, 150, 200 000 pieds carrés pour avoir un terrain, pour avoir des chevaux qui ont été ouverts à ce moment-là. Fait qu'on dirait que du jour au lendemain, la lumière s'est ouverte, puis tous les gens de Montréal qui travaillaient dans la partie ouest de Montréal, on dit au lieu de rester en ville, on est capable d'aller en campagne et d'avoir un terrain 10 fois plus gros qu'on a ici, et être capable d'avoir des chevaux, puis exploiter, etc. Alors, à partir de ce moment-là, mettons de 64, la construction des ponts, 67, vraiment, les constructions ont débuté. Puis on peut dire que 72, 73, 74, c'est là qu'on a commencé à doubler la population de Saint-Lazare à toutes les 2, 3, 4 ans à ce moment-là, fur et à mesure que ça grossissait. Et les défis à ce moment-là viennent les services. Alors on a besoin d'un corps de policiers, un corps de pompiers, on a besoin de tels services municipaux, etc., un nouvel hôtel de ville. Alors tout ça, c'est venu en même temps. Et chapeau à nos politiciens des débuts des années 70 jusqu'à les années 78, 80, 82, qui ont eu à gérer cette incroyable croissance-là, qui s'est poursuivie, comme tu dis, jusque dans les années 90, 95, 2000. Les quartiers fleurissaient là, à tour de bras un peu partout ici. Et on est devenu
Il n'y a pas longtemps, là, on a atteint 20 000 personnes déjà il y a quelques années et on est déjà à 24 000 à ce moment-là. Fait que c'est pas les terrains qui manquent. La COVID a amené aussi une autre saturation où est-ce que les gens voulaient aller en campagne, voulaient aller en banlieue. Fait qu'on a eu un autre boom dans le 3, 4, 5 ans à ce moment-là où est-ce que les gens ont voulu s'installer ici. Ce qui nous amène aujourd'hui à limiter le nombre de constructions qu'on est capable de faire pour des raisons qu'on a parlé tantôt d'accès à l'eau. Également, accès des routes secondaires. T'as beau avoir ça, si c'était des jeunes et quand même une route simple, avec le nouvel hôpital qui va ouvrir dans 3 ans, on a des quartiers qui se développent de ce côté-là. Déjà là, aujourd'hui, la congestion est incroyable en revenant du travail le soir et le matin. Là. Fait que ça va être des beaux défis. Les routes n'ont pas beaucoup évolué par rapport à la population, ça limite éventuellement. Question. Moi, quand j'étais plus jeune, là, des années 90-2000, on parlait tantôt de chevaux, ceux qui veulent avoir des terrains de chevaux. On allait à Saint-Lazare parce que c'est là qu'on allait faire du cheval. Puis pendant qu'on faisait, là, on empruntait le cheval avec un endroit qui était fait exprès pour ça. Là, puis on se promenait dans les champs et ainsi de suite. Puis de temps en temps, on croisait des policiers qui étaient à cheval. Est-ce que Saint-Lazare a encore des polices montées? Non, ils n'ont eu uniquement quand ils ont eu le corps de police à Saint-Lazare ici, qui ont duré 2 ans, 3 ans, qu'il y a eu les policiers. Ils ont eu l'idée à ce moment-là de mettre une police équestre, où est-ce qu'elle se promenait puis c'était un policier comme tel qui était attitré de faire ça, qui se promenait dans les sentiers. Ça a duré peut-être 1 an ou 2, et malheureusement, c'est pas revenu à ce moment-là. Quand que la police de Saint-Lazare a quitté. On avait, comme Éric disait tantôt, on avait un corps policier dédié à Saint-Lazare qui a duré quelques années. Ensuite, c'était un corps policier régional qui incluant les CED de Saint-Clet, Saint-Lazare, etc., avec le bureau chef, si on veut, un bureau au CED et un ici à Saint-Lazare. Et ça aussi, ça a duré quelques années, jusqu'à temps que M. Ménard, qui était ministre péquiste à ce moment-là, décide que non, toute ville à ce moment-là doit être sous l'égide de la Sûreté du Québec. Et on a fermé tout ce qu'il y avait à ce moment-là. Et depuis ce temps-là, on fait partie de la couverture de la Sûreté du Québec, si on veut. Y a-t-il encore un bureau de police à Saint-Lazare ou maintenant c'est basé sur un bureau plus régional? Non, c'est juste au Cèdre. À Saint-Clet, okay. C'est-à-dire le poste de police à la Sûreté du Québec est à Saint-Clet. Tu as énoncé, ça fait quelques fois qu'on parle des sports équestres, puis justement, moi aussi, c'est que quand je pense à Saint-Lazare, je pense à sport équestre. Peut-être nous expliquer pourquoi que ça s'est développé un peu plus là, plus qu'ailleurs. Ça a commencé à la fin des années 1800, fait que déjà, on avait un intérêt. Il y en a qui disent que ça vient un peu des anglophones, des gens de l'Angleterre qui avaient déjà des racines équestres à ce moment-là, ou que le sport équestre en Angleterre était présent depuis des centaines d'années. Les premières fermes équestres ont été en effet sur la côte Saint-Charles, et les plus grosses, puis ceux qu'on a encore aujourd'hui, sont sur la côte Saint-Charles qui existent encore aujourd'hui. Alors, ça fait du sens qu'à ce moment-là, on avait une piste de course, une piste ovale, un peu comme Connote qu'on avait au village comme tel, au bout de Saint-Angélique à ce moment-là. On avait une au village, on avait une autre sur Côte-Saint-Charles. Genre de la course de cheval avec des paris puis tout, là? Ben, c'était une piste ovale. Alors, est-ce qu'il y avait des paris? Bonne question. Sûrement, s'il y avait une piste, c'est que les gens ne couraient pas pour le fun. Alors, il y avait sûrement des courses qui rémunéraient. Est-ce que les gens pariaient sur les courses? Fort probablement à ce moment-là également. Mais c'était un point connu, autant que les gens venaient d'aussi loin que d'Ottawa et à l'ouest d'Ottawa, et tous les gens de Montréal venaient ici pour s'installer ici. Puis là, on parle avant qu'on ait Blue Bonnets à Montréal. Là. C'était l'endroit où est-ce que les gens venaient. Et même, nos espions nous disent qu'en 1976, lors des Olympiques de Montréal, tous les événements équestres devaient se passer à Saint-Lazare, mais pour des raisons politiques, Bromont a gagné la mise à la dernière minute et on a décidé de faire les événements équestres à Bromont au détriment des gens de Saint-Lazare qui, jusqu'à la dernière minute, se préparaient pour accueillir tous les événements équestres des Olympiques de Montréal. Alors, ils ont-tu quelque chose de spécial pour faire du cheval à Bromont? Oui, c'est encore une communauté équestre un peu comme ici. Monsieur Desourdis, je crois, qui était un des grands responsables, là, les grands investisseurs
de Bromont ont eu une influence un peu sur le gouvernement à ce moment-là. C'est ce qu'on nous dit. C'est peut-être des ragots, c'est peut-être pas faux, pas vrai, là, mais j'ose croire que mes espions, ce qu'ils nous ont dit, c'était vrai à ce moment-là. Alors, encore aujourd'hui, on retrouve de nombreuses fermes équestres ici. On a un réseau de pistes équestres qui traversent les pistes de ski de fond, ils sont dans le bois, etc. C'est un des plus beaux réseaux de pistes équestres qu'il n'y a pas au Québec, ici. Et les gens sont libres de se promener un peu partout avec leurs chevaux. Et la cohabitation, si on veut, cheval et humain se fait extrêmement bien ici. Et c'est encore une des beautés qu'on a de Saint-Lazare, d'être capable de croiser des chevaux un peu partout. Autant quand on marche en forêt, quand on prend des balades en ski, ou carrément quand on marche dans les rues, on est capable de croiser des chevaliers qui se promènent avec leur monture. Oui, il y a les traverses de chevaux. En Australie, il y a les traverses de kangourous. À Vaudreuil, il y a les traverses de skidoo. À Montréal, il y a les traverses de... Mais à Saint-Lazare, il y a les traverses de chevaux. Traverses de chevaux, en effet. Une question pour toi. Moi, je suis un fan d'aviation. Puis, on me dit, j'ai vu souvent des trucs par rapport à ça. Dans les années 60, à l'époque de Trudeau, ils avaient commencé à faire, puis ils ont bâti l'aéroport de Mirabel. Mais on me dit que dans les choix originaux, il y avait plusieurs sites qui avaient été proposés. Puis un des sites qui avait été proposé, c'était comme dans l'ouest de Vaudreuil. Donc, ça tomberait sur des terrains Vaudreuil-Saint-Lazare. Est-ce que tu as de l'information par rapport à ça? Tu as absolument raison. Alors, on était à 2 ou 3 choix à ce moment-là, fin des années 60, début des années 70. Et ce qu'on appelle à l'ouest de l'autoroute 40, si on veut, aujourd'hui, Vaudreuil, dans le bout de Vaudreuil, Saint-Lazare, c'était un des choix des finalistes à ce moment-là pour recevoir l'aéroport de Mirabel. Et jusqu'encore là, ils ont été un des 2 finalistes, 2 ou 3 finalistes, et finalement, la décision a été prise pour aller à Mirabel. Mais en effet, Saint-Lazare était un des principales options, si on veut, du gouvernement pour construire l'éventuel aéroport de Mirabel. Absolument. Puis, un des problèmes avec l'aéroport de Mirabel, c'est que tu n'as pas d'autoroute qui se rend bien là. Fait que quand tu arrives en avion et que tu n'as pas vraiment un moyen de te rendre après ça à la métropole, c'est pas excellent. Fait que si on avait un aéroport plus on a l'autoroute 20, l'autoroute 40, je présume que l'aéroport actuel de Mirabel étant peu utilisé maintenant, c'est plus c'est pas vraiment un aéroport passager de nos jours. Là. Peut-être que la situation serait différente puis que Dorval ne serait pas aussi gros que maintenant. Peut-être, en effet, peut-être. Ça pourrait être problématique, par contre, le fait de la proximité des aéroports. Ayant fait carrière dans le contrôle de la circulation aérienne, dont directeur de la tour de contrôle de Mirabel et de Montréal, je parle par expérience, là, et avoir eu un aéroport international si proche de Dorval ici, avec des axes de piste qui se croisent, ça aurait pu être passablement compliqué. Ça ne me surprendrait pas que ça allait jouer dans la décision finale de dire est-ce qu'on est capable de faire quelque chose. On voit un peu la problématique que ça pose à New York avec les 3 aéroports en dedans d'une quarantaine de kilomètres l'un de l'autre. Là. Et je peux m'imaginer un peu la problématique que ça leur a causé ici, définitivement. Alors, est-ce que c'est ça qui a eu une influence? J'ai l'impression que c'est un tout, mais tu as absolument raison. Avoir l'accès à l'autoroute ici qui était déjà disponible, on aurait peut-être eu un nouveau pont de l'île aux Tourtes pas mal plus vite, par contre. Effectivement, ouais. Ensemble tout cet héritage, parlons ancêtres, autour d'un feu, les voix du passé. Vivront en nous, de Québec à Trois-Rivières, voyons cet héritage qu'on porte en nous. Écoutez nos histoires riches de vive voix, des braves voyageurs aux terres de bois, ensemble au présent guidés. Ben ça, moi, je savais pas ça, qu'il y aurait pu avoir un aéroport d'envergure à Saint-Lazare. Oui. Hey. Imagine, parce que c'est un peu drôle. Ça a été fait du temps de Pierre-Éliott Trudeau, qui a décidé puis qui a exproprié plein de gens à Mirabel pour faire un aéroport envergure internationale. Puis qu'on n'a jamais eu les infrastructures pour se rendre là. Donc, l'aéroport, elle n'a pas super bien marché. Puis finalement, ça n'a plus du tout pour le transport passager. Ça fait que maintenant, l'aéroport international de Montréal qui sert au transport de passagers, c'est celui de Dorval. Et c'est celui-là qu'ils ont appelé Pierre-Éliott Trudeau. Parce que celui de Mirabel était mal placé. Mais s'il avait été dans Vaudreuil-Saint-Lazare, là, où est-ce qu'on est présentement, on avait déjà l'autoroute 20, l'autoroute 40 là, qui se rendent.
Il aurait probablement continué avec les autoroutes. La 30 serait peut-être arrivée plus vite. On aurait probablement eu beaucoup plus de transport qui serait fait là. Le pont de l'île aux Tourtes qui est en réparation actuellement aurait sûrement été réparé il y a un siècle. Et ça Il n'aurait a pas été été réparé long. aussi, il y a un siècle, puis il y a 50 ans, puis il y a 20 ans, puis à tous les ans, il est en réparation, Ah, ce pont-là. Ils ont commencé à le réparer en 1969. Mais non, mais les routes qu'on aurait pour aller avec ça, parce que sinon, imagine le trafic. On a déjà, sur le pont de l'île aux Tourtes, sans avoir d'aéroport, il y a 88 000 véhicules par jour qui passent dessus. Là, ils veulent faire un troisième lien à Québec pour une couple de dizaines de mille. Là, mais tu sais, le pont de l'île aux Tourtes, qui est à peu près fermé, a 88 000 véhicules par jour qui passent dessus, genre live aujourd'hui. Là. Imagine si ce serait en plus le chemin sur l'autoroute 40 pour se rendre entre une partie de Montréal puis l'aéroport international majeur qui n'aurait probablement pas été. C'est pas normal d'avoir un aéroport. Les règlements à Montréal ne favorisent pas que tu aies un avion qui décolle pendant la nuit et qui fasse du bruit. C'est plus facile quand c'est à côté. Ça l'aurait changé vraiment beaucoup la banlieue ouest de Montréal, la quantité de trafic, l'étalement urbain serait fait différemment. Les routes seraient faites différemment. On aurait beaucoup plus de routes parce qu'il y aurait eu un investissement qui aurait été fait en fonction de l'aéroport, ce qui est un problème, une problématique, là, pas juste dans la banlieue ouest de Montréal, là, toutes les banlieues avec l'étalement urbain, on essaie de densifier la population. Le problème de la densification, c'est qu'il faut investir dans les routes, il faut investir dans tout ce qui est l'établissement pour réussir à faire fonctionner ça. Puis, ben, lorsque tu as quelque chose qui est majeur, tu sais, quand ils avaient décidé d'expatrier tous les terrains à Mirabel, là, à exproprier tous les terrains à Mirabel, c'est un investissement en cash solide, puis il y avait vraiment beaucoup trop de terrain, là, le terrain de l'aéroport est immense. Mais ensuite, ils voulaient faire venir l'autoroute, qui est plus ou moins fonctionnelle. Mais, tu sais, il y a un investissement en cash qui vient quand tu fais ça. C'est un peu dommage parce que ceux qui font de l'aéronautique, la tour de contrôle de Mirabel, c'est la plus belle tour de contrôle au Canada. C'est une des plus longues pistes d'atterrissage au Canada à Mirabel. C'est un bel aéroport. Le projet était beau. On aurait pu avoir ça à quelque part qui aurait été pratique. C'est dommage. Parlant de transport, passons au prochain sujet. La dernière fois, avec Philippe Aubry, on a parlé des trains, de l'arrivée des trains en région, comment est-ce que nos ancêtres ont vu ça. Aujourd'hui, on va parler du déclin du train, puis on va aussi parler de quelque chose qui a une incidence sur ce qu'on fait aujourd'hui. On va en parler un petit peu en conclusion, mais on va parler des trains de banlieue. On vous présente l'extrait à l'instant. Justement, l'apogée étant atteint, comment se passe le déclin, là? Tu parlais justement là, des trains de ski dans les Laurentides. Juste pour nous donner une idée, il y avait combien de stations de ski à l'époque? À l'époque, je ne peux pas dire, mais dans l'histoire de la région des Laurentides, il y en a au-dessus de 200. Aujourd'hui, je pense qu'il en reste 8. Bon, même, ça a toute une ampleur, là. Fait qu'on Exactement. parle pour d'autres raisons, là, le ski, le nombre de stations de ski a décliné, là, mais le train a décliné à partir de la Deuxième Guerre mondiale, là, parce qu'il y a un compétiteur qui arrive, là, la démocratisation de l'automobile. Comment ça se passe, là, ce début de déclin-là? L'automobile a assis sa place dans la société nord-américaine à partir des années 1920. Puis, ironiquement, le train a contribué à son propre déclin parce que les premières routes qu'on va ouvrir, les routes nationales, ce que j'avais déjà parlé avec vous, les premières routes nationales, on les fait ouvrir le long des voies ferrées pour la simple et bonne raison que le train amène avec lui une infrastructure. Quand on ouvre une voie ferrée, le long des gares, il va y avoir un paquet de commerces, d'hôtels, des restaurants qui sont des infrastructures qui vont servir aux automobilistes parce qu'au départ, l'automobile, tu ne peux pas aller très loin, tu ne peux pas aller très vite avec ça. On est loin d'aujourd'hui. Et donc, aussi, le train a un avantage sérieux sur l'automobile, aller jusqu'à la fin des années 30, c'est que c'est le seul qui peut circuler en hiver. L'automobile ne peut pas faire ça. C'est pas comme les chars qu'on a maintenant. Là.
Les automobiles étaient tout simplement pas adaptées. Des fois, c'est même des questions de il n'y a pas de chauffage dans les automobiles dans ce temps-là. Donc, le train a un avantage vraiment sérieux. D'abord, le train, on a inventé le chasse-neige sur les trains avant qu'on invente le chasse-neige sur les routes. On ne déneige pas les routes à grande échelle dans les années 1930, sauf quelques exceptions, dont la fameuse route 11 qui fait concurrence directement au petit train du Nord, qui amène les gens à ski dans les Laurentides. Mais l'automobile, c'est quelque chose qui va s'améliorer extrêmement rapidement. Dans les années 30, malgré la grande crise, l'auto va avoir des grands bonds en avant technologiques qui vont lui permettre, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, d'être véritablement le moyen de transport par excellence, pour la simple et bonne raison que l'automobile, c'est plus flexible que le train. L'infrastructure, une fois qu'elle est bâtie, donc le réseau routier, permet plus de flexibilité, surtout en termes d'horaire. Parce que le train, malgré qu'il passe un peu partout au Québec dans ce temps-là, le nombre de passages par jour, c'est pas le même partout. Ça dépend des endroits où tu vas. Des fois, ben, tu as peut-être juste un passage par jour dans certaines régions. Même maintenant, c'est encore comme ça. Oui, effectivement. Mais les régions les plus achalandées vont avoir plus qu'un passage par jour. Tu sais, les Laurentides, par exemple, il peut y avoir des dizaines de départs de train là, au moment de l'âge d'or avec les trains de skieurs. Là, le dimanche soir, quand tu vas revenir à Montréal, c'est un train aux 10 minutes à partir du nord, ce qui est quand même impressionnant. Mais, tu sais, l'automobile, elle va changer ça parce qu'elle va permettre aux gens d'y aller un peu quand ils veulent. Puis plus qu'il va y avoir d'automobiles, ben, plus que les routes vont être meilleures. Donc, déjà dans les années 1940, on veut se servir de nos automobiles, puis ben, le train fait face à cette concurrence-là et donc se fait un peu tasser, tu sais, comme deuxième rang pour certaines personnes qui n'ont pas encore accès à l'automobile ou pour le transport des marchandises. Mais rapidement, dans les années 50, ben, étant donné que le taux de motorisation ne cesse de croître puis que les routes ne cessent de s'améliorer, le train, c'est de moins en moins utilisé. On enlève des départs sur des lignes qui autrefois étaient très importantes. Je pense à la ligne justement entre Saint-Eustache sur le lac, donc Deux-Montagnes, puis le centre-ville de Montréal, qui avait une branche qui allait jusqu'à Pointe-Calumet dans les années 30. Ouais. Éventuellement, on va la fermer, cette branche-là. Le Canadien Pacifique des Laurentides ne peut plus faire concurrence à la route 11 non plus. Ouais, c'est spécial. Oui. Le train décline au niveau là, des grandes distances, mais va amener quand même un apport là, à la grande région métropolitaine de Montréal. Soit on en parlait, là, la ligne Saint-Eustache, mais il y a aussi le train de banlieue. Oui, c'est le particulier, ça, le train de banlieue. En fait, le train de banlieue, de ce que j'ai regardé, c'est un peu difficile à détacher du train conventionnel. Parce que, par exemple, dans le cas de la ligne de Saint-Eustache, Deux-Montagnes, qui se rend jusqu'à Montréal, c'est que dès le moment qu'elle est ouverte, d'abord, au début, elle est ouverte, puis c'est des trains à vapeur. En 1925, on va électrifier la portion entre Deux-Montagnes puis Montréal. Donc, ça va être des trains électriques qui se sont avérés être extrêmement fiables parce que l'équipement roulant va durer des décennies. Mais ce train-là va se confondre un peu entre un train de passagers ordinaire puis un train de banlieue à partir du moment où les gens, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a une crise du logement à Montréal, comme je le disais tantôt. Ouais. Puis la villégiature que ça l'a amené, ce train-là, c'est de la villégiature de des classes plus populaires. Donc, des gens allaient avoir des petits chalets, 3 saisons, sur le bord du lac des Deux-Montagnes, de la rivière des Mille-Îles. Puis elle allait à la plage, tandis que la villégiature que je vous ai parlé dans les Laurentides, c'est quelque chose d'un petit peu plus bourgeois à ce moment-là, un petit peu moins classe moyenne. Et donc, ben, après la Deuxième Guerre mondiale, puis la grande crise économique, il y a une crise du logement à Montréal, il y a une pénurie de logement, qui est quelque chose qu'on vit en ce moment. Les choses se répètent un peu. Oui, les loyers explosent. Ça aussi, ça se répète un peu. Légèrement. Les ouvriers du secteur de Verdun, Saint-Henri, puis Pointe-Saint-Charles, souvent, sont plus capables, dans le fond, se disent, tant qu'à payer un loyer qui est hors de prix à Montréal, je vais aller là où j'ai mon chalet à Deux-Montagnes. Puis vu que le train est là, je vais continuer d'aller travailler en ville avec le train. Puis ça, c'est un peu... Il y a peut-être d'autres exemples de trains de banlieue qui ont commencé ailleurs, mais moi, je trouvais que c'est un exemple qui est quand même concret. C'est-à-dire que c'est une ligne de train ordinaire que les gens utilisent comme un train de banlieue. Puis qu'avec le temps, ben, il y a comme une entente
non écrite entre la compagnie puis les autorités de transport à Montréal qui s'est installée, parce que le Canadien national ne va jamais retoucher à cette entente-là avant les années 80. C'est-à-dire qu'ils vont vouloir mettre fin au service dans les années 80 parce que, bon, la ligne est vieillissante, elle est de moins en moins utilisée parce qu'on a ouvert des autoroutes des années 60 puis 70 dans la région. Mais la Commission de transport de Montréal, qui est aujourd'hui la STM, elle a fait une entente avec le Canadien national pour prolonger la ligne parce qu'on voyait que c'était utile pour combattre la congestion, qui était déjà un problème des années 80. Puis dans les années 90, avec l'arrivée de l'autorité de transport, l'autorité de transport métropolitaine, l'AMT, je pense, quelque chose comme ça, on va faire une refonte majeure de cette ligne-là. Et à ce moment-là, ça va être vraiment un train dédié juste pour le transport des banlieusards à partir de 1995. Puis d'ailleurs, aujourd'hui, une partie de ce train de banlieue-là est en train d'être convertie dans le réseau express métropolitain, le fameux REM, qui se veut tout simplement un métro en surface avec la même fréquence, dans le fond. Oui, c'est un peu comme un tramway, là. Il y a ça dans d'autres villes. Oui, mais le tramway, ça va être sur le réseau municipal. Oui. Sur les rues. Puis d'ailleurs, le tramway, ça serait une autre histoire. Mais tandis que là, le réseau express métropolitain, c'est vraiment un transport en commun structurant sur un rail dédié. Fait que c'est sur comme un rail dédié, surélevé, puis sur une grosse distance surtout. Exactement. Les trains de banlieue, tu l'as dit, c'est venu de lignes de train normales. Donc souvent, il emploie des rails qui ne sont pas des rails de train de banlieue. Moi, je pense à Est-Ouest pour aller à Rigaud, mettons. Rigaud, ils font. Le système de transport n'a pas pondu des nouvelles rails parce que les gens s'en servaient tous les jours. Donc, le même rail va servir pour les passagers et pour la marchandise. Puis les trains de marchandises, ils ne vont pas nécessairement passer juste quand il n'y a pas de train de banlieue. Ça occasionne quelques problèmes, j'imagine. Oui, dans l'histoire récente, effectivement, beaucoup de trains de banlieue. Toi, tu parlais de celui qui est dans l'Ouest. Moi, je pense aussi à l'ancienne voie ferrée du Canadien Pacifique qui allait dans les Laurentides. Quand elle a été démantelée, ça a pris quelques années avant qu'on se décide peut-être qu'on aurait encore besoin, peut-être qu'on voudrait la réutiliser pour du transport de passagers, mais il y a une partie qui est demeurée active pour le transport de marchandises. Le problème, c'est que dans ce monde-là, si on n'est pas propriétaire des rails sur lesquels on passe, la préséance va à celui qui est propriétaire. Et donc, pour le train de banlieue, ce que ça fait, c'est que ça réduit les possibilités d'avoir des départs que de partager une voie ferrée avec un autre transporteur. Puis, ça va un peu à l'encontre de la mission qu'on s'est donnée. Tu sais, transport en commun, s'il n'y a pas beaucoup de flexibilité, je pense que c'est là où les gens vont se dire, c'est pas concurrentiel, donc on va pas se tourner vers ce moyen de transport-là. Puis, c'est dommage parce que le déclin du train au Québec puis ailleurs, c'est un peu arrivé comme ça. C'est-à-dire que, vu qu'il y avait de moins en moins de gens qui s'en servaient, de moins en moins de départs, fait que les gens disaient, c'est pas concurrentiel. On va arrêter de le prendre, on va s'acheter un char. La ligne Montréal-Rigaud, fin 80, début 90, quand il y a eu des grèves de système ferroviaire, c'était considéré comme essentiel. Exact. Puis, étant un service essentiel, la ligne roulait même s'il y avait une grève. Puis maintenant, la gare de Rigaud est même plus sur le système de train de banlieue parce que, comme on disait, tu as un départ le matin, parce qu'il y a moins de monde, tu as un départ le matin, un retour le soir. Si tu ne peux pas te fier à ça, tu n'y vas pas. Fait qu'il faut, si le monde ne s'en sert pas, on ne va pas le garder ouvert. C'est comme un cercle vicieux. Si tu n'as pas de gens, puis c'était considéré comme service essentiel, une couple de décennies. Puis maintenant, ça l'arrête avant, ça l'arrête avant tout de suite. C'est comme assez particulier comme réalisation, là. Pour en revenir quand même à la ligne de banlieue de Vaudreuil, moi j'ai entendu dire que jadis, les stations, parce qu'il y en a un nombre incroyable, souvent le train n'a même pas le temps de prendre son aire d'aller qu'il faut qu'il commence à ralentir pour arriver à l'autre station. Oui, tu es capable de voir l'autre station à partir du quai souvent. Là. Souvent, oui. Puis ce que j'avais entendu, c'est que c'était des boss du Canadien Pacifique à l'époque. Il y a toutes les stations, c'est parce qu'il y avait des grands boss qui avaient un chalet à ces endroits-là. Ça fait du sens. Ça fait du sens parce que c'est des endroits de villégiature, justement, sur l'île de Montréal. Tu sais, la gare de Pine Beach,
forcément, ça rappelle cette époque-là où ce que tout le monde, les gens voulaient aller à la plage en dehors de Montréal. Puis qu'au fond, dans ce temps-là, la villégiature, tu n'avais pas besoin d'aller très, très loin. Il y en a qui allaient loin, mais des fois, c'était tout juste à côté. Ouais. Le train permettait ça, justement. Ouais, je pense que c'est juste ce dans qui a Vaudreuil, tu avais plusieurs gares. Tu en avais plusieurs. Tu en avais après ça, avant, après. Oui. Ça fait présentement du terminus, quand que Vaudreuil est le terminus, jusqu'au centre-ville, s'il n'y a pas de problème avec des trains de marchandises, pas de retard, c'est 55 minutes. On est loin du 5 minutes pour aller à Montréal. Là. Oui, définitivement. Oui, quand même. Mais bon, la villégiature et le tourisme serait un autre sujet là, super intéressant, mais qui est quand même connexe. Là. Puis justement, Pointe-Claire, c'est devenu, parce que Pointe-Claire, c'est originellement un village francophone là, qui date de la Nouvelle-France, mais ça s'est très anglicisé là, dans les dernières décennies, mais c'était des anglophones, là, des marchands anglais là, du centre-ville de Montréal qui habitaient, puis qui allaient passer leur fin de semaine ou passer leurs vacances chez des habitants à Pointe-Claire. Hein. Puis comment est-ce que ça se passait, c'est que les habitants louaient leur maison, puis la famille allait habiter dans la grange. C'est spécial. Tranquillement, pas vite, bon, ben, c'est devenu connu d'eux autres. Puis là, bon, ils ont commencé à venir s'installer, là, comme tu expliquais là, tantôt. C'est un phénomène qui se voit ailleurs, ça aussi, de louer de la maison, s'en aller dans la cuisine d'été ou la grange, ça se voit à peu près partout ce que c'est touristique dans ce temps-là. Ouais, c'est une façon de gagner de l'argent. C'est ça. Ouais. Puis aussi, ce qui amène le tourisme hein, dans les régions, c'est qu'on parle de smog là, des fois là, à Montréal, mais à cette époque-là, c'est un autre niveau. L'air ambiant de la ville, l'industrialisation, le charbon, puis tout ça, c'est pas vivable. Là. Fait que c'est omniprésent, c'est ça. Ouais, les gens un peu aisés, quand ils peuvent se sortir de la ville, ben ils le font, puis bon, tu sais, ils se prennent un chalet. Bon, je pense que c'est la même chose dans Charlevoix, dans le bas, dans Kamouraska aussi, mais plus pour les gens de Québec, là. C'était le même phénomène, là. Écoute, avant de conclure... Moi, j'aurais d'autres questions avant. Vas-y donc, c'est ça. Ouais, vas-y. Moi, je suis un peu curieux, Phil, là, sur l'aspect technologique. Tu disais tantôt qu'il y a eu des trains qui étaient plus électriques. Avant ça, c'était des locomotives à vapeur. Les trains diesel, c'est quoi le développement? Là? Mettons un train qui part de Montréal. À quel moment qu'on avait quelle sorte de locomotive? Quand est-ce que ça a changé? Quand est-ce que ça a évolué? Je ne peux pas te dire les dates exactes, mais je pense que c'est intéressant comme question parce qu'on pourrait faire un survol des différentes technologies qui ont existé. Faut savoir que l'électricité sur les trains, ça arrive à peu près probablement justement dans les années 1920. Mais au niveau des tramways, l'électricité, c'est utilisé à partir des années 1890. Pour la petite histoire, hein, comment est-ce que moi et Yann, on se connaît? Ben, on allait au secondaire ensemble. On n'était pas dans la même année. On n'était pas dans la même année. Yann, une année plus vieux que moi. Plus ou moins. Non, c'est ça. Ben bon, comme que c'est, parce que l'école de la Cité des Jeunes, l'école secondaire Vaudreuil, c'est quand même 2000 étudiants là, au total. Plus il y a des Grou à côté. À l'époque, c'est plus maintenant, imagine. Bon, fait que là, c'est quand même 500 personnes par niveau. On en connaît de vue, mais on se connaît pas nécessairement toutes. Il y a du monde de mon année que je connais plus ou moins, puis il y a du monde que j'ai eu dans mes classes, presque toutes mes classes pendant 5 ans. Exact. Puis il y en a qu'on n'a pas eu dans nos classes, c'est ça. Puis bon, ceci étant dit, moi, je m'en vais au Cégep Saint-Laurent. Je fais un DEC en informatique. Puis bon, Yann a un parcours un peu différent. Il se promène d'un endroit à l'autre. Puis finalement, il se ramasse à Saint-Laurent pour faire sa dernière année en informatique. Donc, on a été dans les mêmes classes là, cette dernière année-là. C'est quand même, bon, on s'en va sur le marché du travail. Yann est allé à l'université, marché du travail. Puis bon,
Nous autres, on n'aimait pas bien ça, je pense, le trafic. Fait que c'est là que, bon, moi, j'ai pris Ben là, au le train de centre-ville, banlieue. là, ouais. On a travaillé. Moi, j'ai travaillé au centre-ville durant 15 ans, où est-ce que j'ai pris le train de banlieue, qui a ses avantages. Bon, entre autres, parce qu'on peut lire en s'en allant, on peut faire une petite sieste en s'en allant, ou on peut rencontrer des gens qu'on connaît, puis ou qu'on va connaître, puis on se fait des nouveaux amis. Puis là, ben, c'est ça. Moi, Yann, on avait On se quelques croise de fois, on se même, puis croisait là, hey, je à te connais, toi. l'occasion. Ben, c'est ça. Puis c'est comme ça Fait qu'on jasait. qu'on a repris contact, là, puis qu'on est devenu un petit peu plus, qu'on s'est connu un peu mieux, parce que là, bon, hein, c'est quand même une heure d'aller, une heure Ouais, retour. ouais, ouais. Fait que, Puis vu qu'on n'était pas dans un concept de on fait des cours en informatique au cégep, on parlait d'autres choses que d'informatique. Fait que on commence un peu à connaître les autres intérêts que. Parce que quand tu es à l'école, tu parles beaucoup de ce que tu as à l'école, ça. Mais quand tu n'es pas à l'école, ben là, on parle un peu de job. On n'a pas le même job. Puis on parle de choses qu'on aime. C'est là, tu sais, toi, avec ton talent de conteur puis ton intérêt pour l'histoire, c'est toujours intéressant. Fait que c'est quelque chose qui est ressorti souvent, là, puis qu'on a vraiment parlé souvent là, dans les centaines ou milliers de fois ce qu'on a pris le train ensemble. Là. ouais, ouais. Puis bon, c'est ça. Par la suite, hein, la pandémie est arrivée. On avait un peu plus de temps. On avait justement pas ce On ne prenait pas le transport-là train. à faire, le train à faire. Fait que bon, moi, ça m'a permis là, de partir le projet Raconte-moi mes ancêtres. Et bon, avec les réseaux sociaux, Yann a vu ça. On est rentré en communication. Puis bon, on est là. Donc, si ce n'était pas du train de banlieue, peut-être On ne que serait pas en le train de vous parler pro- aujourd'hui. on serait pas en train de faire Parlons ancêtres. Bon, C'est quand maintenant, même drôle. parlons d'un sujet qui te passionne, Yann. Bon, Oui, tu oui, nous as oui. fait un 5 segments jusqu'à présent sur les dossiers militaires. Ce Ouais, on mois-ci, pensait on faire ça termine. en 2 segments à peu près, puis finalement, c'était 5 segments. Mais c'est parce que l'objectif, c'est de montrer un paquet d'outils qui sont utiles pour. Parce que si on a, généralement, pas nos ancêtres, là, si on a des gens dans notre arbre généalogique qui sont décédés pendant la Deuxième Guerre mondiale ou pendant la Première, qu'est-ce qu'on a qui est disponible à nous pour aller voir, avoir plus d'informations, à la limite des photos? Puis là, ben, on a passé au travers d'un dossier militaire et c'est excessivement gros. Mais là, le dossier lui-même, on l'a fini la dernière fois. Mais là, on a deux autres outils que je voulais qu'on passe. Puis c'est ça qu'on regarde aujourd'hui. Fait qu'on on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Donc, les 2 derniers épisodes, on a vu le dossier militaire de quelqu'un que moi, je ne connaissais pas, mais qui était important pour mon grand-père. Là, si on voit ma grand-mère, c'était pas mon grand-père, c'était mon grand-père. C'est dans le sens que ma grand-mère s'est remariée. Mon grand-père est mort en 72. Moi, je l'ai jamais connu, vraiment ça. Mais celui que j'appelais grand-papa, c'était Floribert. Il était un petit gars de la même ville, à Spring Hill, là, qui est Nantes maintenant, que ma grand-mère. C'était son premier prétendant là, quand il faisait des soirées dansantes quand il était jeune. Puis, sa femme est décédée en 72. Son mari à ma grand-mère est mort en 72. Ils sont re-rencontrés parce qu'ils ont des amis en commun puis ils sont rendus à la même place. Puis, on finit par s'épouser. Moi, c'est comme ça que je l'ai connu. C'était mon grand-père. Euh, Plus jeune, je trouvais ça drôle parce qu'il manquait une épaule. On m'expliquait qu'ils ont fait la guerre. Mais ce que je ne savais pas à l'époque, parce que j'étais trop jeune pour parler de guerre avec mon grand-père, c'est que son petit frère aussi avait fait la guerre, mais lui, il n'était pas revenu. Donc là, on a épluché les 2 derniers épisodes de son dossier militaire, mais il y a d'autres choses qui existent qui parlent des gens qui sont tombés au combat, puis on va en parler aujourd'hui. Donc, le premier outil que je voudrais vous montrer, c'est le Mémorial de guerre du Canada. Il faut faire une enregistrement. Parce que le problème, c'est que c'est un peu difficile. Il y a beaucoup de pages du Mémorial de guerre du Canada. Pour vous donner une idée, euh, le Canada, en tant que pays, la plupart des pays font quelque chose dans le genre de ça, ils ont des mémorials qui existent un petit peu partout pour honorer les gens qui sont tombés au combat pour défendre notre pays, nos idéaux. Et le mémorial de guerre, ça se veut la version virtuelle de ça. Moi, c'est le mémorial virtuel de guerre du Canada. Sauf que c'est un gros site pour vous aider un petit peu. C'est en fin de recherche, Mémorial de guerre du Canada, recherche, puis on va tomber Mémorial virtuel de guerre du Canada. Je pense que c'est le site ici pour faire la recherche. Non, je me suis trompé.
Voilà. Donc, ici, on a la page de recherche pour le Mémorial virtuel de guerre du Canada. Et ça couvre toutes les guerres que le Canada a participé en tant que nation depuis 1867. Ça inclut les guerres plus récentes, la Gendarmerie royale du Canada. Tu vas voir plein de choses. On a la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Puis, dans le fond, il faut aller chercher. Puis là, nous autres, on a Armand Lachance. On a ici un résultat, date du décès 25 octobre 1944. Armand a Lachance. On tombe sur la page du mémorial pour soldat Armand Lachance. On a certaines informations qu'on peut trouver. Quel âge qu'il avait quand il est décédé, dans quelle force il était, dans quelle unité, le régiment de la Chaudière. On a quand est-ce qu'il est né, le 20 mai 1922. Il s'est enrôlé le 7 avril 1941 à Sherbrooke, province de Québec. C'est le fils de Adolphe Lachance et de Victoria Lachance. Là, on parle ici, je vais le montrer tantôt, le livre du souvenir de la Seconde Guerre mondiale. On a où est-ce qu'il est enterré, cimetière de guerre canadien d'Agedem. On a vu la dernière fois où est-ce qu'il était. On a d'informations sur la sépulture, l'emplacement de, si je veux aller visiter Armand, où est-ce que je vais? C'est entre Bruges et Gent 26 sur le N9, le National 9. Et comment on se rend? Là, sur le mémorial virtuel, les gens qui connaissent le soldat de façon proche ou moins proche peuvent participer. Donc, on a des affaires assez intéressantes qu'on peut trouver. Donc, des photos. Moi, je présume que c'est Armand avec soit sa sœur, soit sa fiancée. Je ne reconnais pas la personne qui est ici, je suis désolé. Il y a une photo plus proche de lui. Une photo un peu plus officielle, mais là, je pense que c'est dans un régiment, le 27e régiment, mais c'est pas avec celui du régiment de la Chaudière. Il est décédé avec le régiment de la Chaudière, c'est plutôt qu'il date d'avant ça. C'est intéressant, ici, une photo de famille. Donc, on a Adolphe, Victoria, puis les enfants. Je ne peux pas dégrandir ça. Edgar, c'est lui, celui qui était son successeur. Ici, on a Floribert, mon grand-père. C'est une photo qui date de avant la naissance de Armand. C'est intéressant de voir la famille. Une vieille photo, ça c'est mon grand-père. Il est bébé, là, mais on reconnaît quasiment sa face déjà. C'est cool. Ici, on a quand la dernière fois, on voyait que sa sœur avait demandé qu'est-ce qu'il en était. Il disait, voici, il est dans un endroit avec une croix temporaire. Voici la croix temporaire. Private Lachance A, régiment de la Chaudière. Puis, à quoi ça a l'air de nos jours. Là. Un message tout simple. Le message, là, est donné par la famille proche. Chaque soldat a un message différent. Puis, c'est le 25 octobre à quelle heure? Ça, c'est la date qui est mort, l'âge qu'il avait, 22 ans. On s'entend, le gars est tombé au combat à 22 ans. Il peut être Armand Lachance, du régiment de la Chaudière. La fédérale canadienne. Et ici, ça va changer selon la confession du proportion. C'est principalement des croix, puis c'est beaucoup de catholiques et de protestants. Et il y en a qui ont des symboles religieux ici. On a aussi certaines lettres. Mais là, on a passé à travers son dossier. Ces lettres-là, la plupart, on va les avoir déjà vues dans son dossier. C'était des copies que la famille ont reçues puis qu'ils ont envoyées là-bas pour. Bon. C'est ça, c'est pas nouveau pour nous. Mais quelqu'un qui va voir lui, qui n'a pas fouillé dans son dossier, c'est avec ça qu'on va pouvoir l'avoir. Donc, ça, c'est un endroit qu'on va honorer les soldats morts au combat. Est-ce que les médailles en question qu'il aurait reçues, as-tu une idée ou est-ce que y a-tu quelqu'un qui a ça? Sûrement que quelqu'un a ça. En principe, s'ils ont été issued, comme ils disent dans l'armée, s'ils ont été donnés, ils ont été donnés à Edgar. Potentiellement qu'Edgar les soit ensuite à ses enfants. Des fois, il y en a qui donnent à des musées après un bout de temps. Quand la personne commence à être plus âgée. Des fois, c'est les enfants qui les ont. Des fois, ils sont séparés. Il y avait ce qu'on appelle un stack, là, un rack au complet. Il y a 5 médailles. Son rack a pu être défait. Peut-être que des enfants ont l'une ou l'autre des médailles. Ça va varier. Ce qui est intéressant,
c'est sur chacune des photos, c'est que on a l'information qui l'a donnée. Donc, ça, c'est la photo d'Armand Lachance, Armand en uniforme envoyé par son neveu, Roland Lachance de Winslow même. Comme je disais, les Lachance, il y en a quelques-uns qui sont allés aux États-Unis. Là. Moi, j'ai vu les écrits de mon grand-père. Quand il est sorti de l'armée, il est allé voir ses sœurs. Il y en avait dans le bout de Valleyfield, puis il y en avait dans le bout aux États-Unis. Là. C'est ça, chacune des photos va avoir, ça c'est Operation Picture Me. Il y a des gros efforts qui sont faits depuis une dizaine d'années de mettre des photos sur toutes les tombes de nos soldats canadiens. Autant par les Canadiens, que là c'est en Belgique, il y en a en Italie, il y en a en France. La plupart des cimetières ont une tentative de... On s'entend, là, pour l'Italie, la France, là, les soldats qui sont allés là ont libéré leur pays du joug des nazis. Ils considèrent les Canadiens, les Alliés, comme des héros. Il y en a qui sont morts pour les libérer. Mon grand-père, il a perdu presque une épaule. Armand est décédé. Ça fait partie du coup de la libération de l'Europe. Et les Européens en sont conscients. Puis il y en a beaucoup encore maintenant qui ressentent une dette un peu envers ça, puis qui font des efforts, le devoir de mémoire. Ils veulent mettre des photos. Leur objectif dans les cimetières, c'est d'avoir une photo pour chacun des soldats. C'est pas toujours évident, comme je dis. Lui, il y avait beaucoup de frères et sœurs, c'est pas pire, rarement, là, mais quand tu as juste un enfant qui meurt au combat, tu n'as pas de descendance, c'est plus difficile d'avoir de l'info après ça. Ouais. Ça arrive malheureusement. Quoique des familles de un enfant à l'époque, c'était quand même pas commun. Là. Ouais, il y en avait plus à Montréal que dans les. Ouais. Là, c'est intéressant, regarde ici, là, il n'y a pas le même cap badge. Là, il a été transféré quand même une couple de fois. C'était normal à l'époque. Ça, c'est probablement dans les débuts, là, il n'y avait pas encore rien, c'est un uniforme générique. C'est intéressant. On parlait tantôt ici du livre du souvenir. Je vais faire le même exercice, mais avec le livre du souvenir du Canada. Le livre du souvenir commémoration. Donc, il y a un livre du souvenir qui est à la tour du souvenir à Ottawa pour tous les soldats qui sont morts au service du pays. Le livre est exposé, si tu regardes de plusieurs livres ici, pour chacune des guerres. Puis, la page qui est affichée, on va la changer à tous les jours pour que les noms de tous les soldats soient exposés durant l'année. Okay. Si on va à la tour du souvenir, à la chapelle du souvenir à Ottawa, on peut demander, la personne qui est là, je ne me souviens plus de son titre, peut feuilleter le livre pour te montrer une page spécifique pour voir la personne que tu veux voir sur le livre du souvenir. Puis c'est une façon d'honorer les gens qui sont morts. Là, ben, on peut rechercher dans ce livre-là. Dans chacun de ces livres-là, en fait, parce qu'il y en a un par an. On va aller voir la chance Armand. Là, ben, on en a un encore. Donc, c'est le livre. Toujours le même, hein? Oui, toujours le même. Le livre de la Seconde Guerre mondiale, on est à la page 356. Et ça ressemble à ça. En fait, pour qu'on voit bien. Mais ça, c'est des gens qui sont tombés au combat en 1944, qui sont passés par l'alphabétique. Donc, la chance Armand, régiment de la Chaudière, juste. Là, on peut voir, là, c'est des gens, là, puis il y en a plusieurs. Labelle, Labrec, Labeau, Labranche, Labrie, Lacasse. C'est des Canadiens français qui sont allés se battre. Là, si tu regardes, là, même si on a des noms français, là, si on regarde ici, là, Lawrence Lacey, ça, c'est Saskatoon. Mais Marcel Lasselle, Royal 22e. Quand on regarde ici, là, Joseph Rosaire, Jean-Charles Labrec, Royal Canadian Air Force. Dollard Labranche, Royal 22e Régiment. C'est des gens qui sont allés, la plupart volontairement, on n'a pas envoyé presque de conscrits au front, puis qui sont tombés aux mains de l'ennemi pour défendre les idéaux de notre mode de vie. On parle encore français ou anglais au Canada,
on ne parle pas allemand, c'est parce que les nazis n'ont pas dominé le monde. Ça prenait des gens pour aller faire ça. Ces gens-là, ils ne sentaient que c'était ce qu'ils avaient à faire. Ils sont allés le faire, mais ils ne sont pas revenus. Ça fait partie, malheureusement, de la réalité. Tu as tous les noms ici. Avec qu'est-ce que c'est, avec qui sont, qu'est-ce qu'ils sont là. L'information que tu as sur la page, là, je vais aller jusqu'à Armand. Armand a la chance. Si on clique dessus, tiens, là, ce qu'on trouve, le mémorial virtuel est disponible. C'est ça, c'est des outils que je trouve intéressants. Moi quand, tu sais, il y a des individus comme ça que tu connais pas parce que c'est pas vraiment de tes ancêtres, c'est de la famille de tes ancêtres. Puis de pouvoir trouver de l'information sur eux autres, puis trouver des photos. Moi, j'aurais pas eu de photos, sinon j'aurais pas eu grand-chose sur sa vie si j'avais pas tombé sur ces dossiers. Ces dossiers-là sont publics, sont gratis, sont disponibles. Il faut juste faire la recherche. Fait que il ne faudrait pas trop se gêner. Si vous voulez regarder ça, là, on a montré comment est-ce qu'on trouve les outils, qu'est-ce qu'on a disponible. Moi, je serais curieux de savoir si on a des gens qui ont pris le conseil, qui ont été regarder ça, puis qui ont trouvé quelque chose. Parce que c'est le fun. Moi, je trouve ça le fun, les découvertes qu'on peut faire avec ça. Puis en plus, sérieux, c'est facile. Écrivez-nous en commentaire si vous avez déjà, comme Yann, trouvé des informations là, sur des dossiers militaires là, de gens qui étaient proches de vos ancêtres, de vos grands-parents, des fois parents ou arrière-grands-parents. C'est selon. Si vous avez des ancêtres qui ne sont pas morts durant la guerre, comme mes grands-oncles, mes grands-parents, on est capable d'aller ramasser leur dossier militaire. C'est un peu plus compliqué. Il faut faire une demande au Veterans Affairs, donc au département des vétérans, aux archives canadiennes. Puis, depuis la pandémie, je dirais qu'au lieu d'avoir quelques semaines ou quelques mois de délai, c'est quelques années. Il existe un moyen, par contre, il y a des rechercheurs, là, des gens qui vont aux Archives nationales à Ottawa, puis qui vont chercher l'information pour vous, puis qui vous chargent. Moi, je suis allé chercher les dossiers de mes deux grands-oncles, puis mes deux grands-pères. Ça coûte à peu près 25$ du dossier, puis tu arrives avec l'équivalent de ce qu'on a vu dans nos 5 épisodes. Là, ben, on a ça pour le dossier spécifique. Souvent, il y a moins d'affaires, il y a un peu moins de correspondance quand la personne n'est pas morte, là, mais ça donne une bonne idée. Puis c'est intéressant de voir, moi, mon grand-père qui a perdu son épaule, là, ben, tu peux voir, là, il l'a retrouvé, par où est-ce qu'il est allé? Hey, il a passé sur plein de différents hôpitaux avant de se retrouver à Sainte-Anne-de-Bellevue, à côté de chez nous. Quand j'étais jeune, il m'avait dit qu'il avait été à l'hôpital à Sainte-Anne. Je ne savais même pas que c'était un hôpital. J'avais comme 8 ans. C'est pas quelque chose qui me passait par la tête. Mais ça, on a tout ça dans les dossiers. C'est trouvable. C'est un peu différent. C'est pas aussi facile que ceux qui sont disponibles, ouverts, comme ceux qui sont décédés. Mais ça existe. Quand même. Sur ce, si vous êtes, encore une fois, si vous êtes un expert, un passionné, un écrivain, un conférencier sur n'importe quel sujet, que ça vous tente de venir nous jaser, évidemment, saveur historique qui nous expliquerait un peu la vie de nos ancêtres, eh bien, n'hésitez pas à communiquer avec nous à raconte-moi mes ancêtres @gmail.com ou vous pouvez aller sur le site Facebook là, et nous écrire et on vous répondra, on communiquera avec vous à ce moment-là. Ouais, si vous avez des anecdotes croustillantes là, sur un de vos arrière-grands-pères qui a fait quelque chose de particulier puis que ça vous tente d'en parler avec les autres, là, écrivez-nous. Oui, écrivez-nous. Sur ce, si vous avez aimé, n'hésitez pas à le mentionner en cliquant sur le bouton j'aime, en commentant, en vous abonnant à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ou encore mieux, en partageant les contenus. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée, à toi, Yann. Oui, merci. Merci d'être à l'écoute. Bonne journée à tous. Bonne journée, Eric. C'est plus qu'un nom gravé, c'est des rêves et des vies entrelacés.
Des voyages et des terres vierges, nos ancêtres sont notre allégeance, notre verge. Écoutez nos histoires riches de vive voix, des braves voyageurs en terre de bois. Ensemble au présent, guidés par le passé, d'en parlons ancêtres où tout a commencé. Parlons ancêtres, autour d'un feu, les voix du passé. Vibrant en nous, le Québec à Trois-Rivières, voyons cet héritage comporte en nous. Écoutez nos histoires riches de vive voix, les braves voyageurs en terre de bois. Ensemble au présent.